Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Vous êtes à l'écoute, non pas de Radio Londres, mais de Arakai pour la 152e, ce mardi 8 mai 2012, où les métros font un peu ce qu'ils veulent, en fermant les grilles, par exemple, sur la ligne numéro 1, sans prévenir les pauvres voyageurs que nous sommes. Merci la RATP. Avec Dominique à la régie, qui commence bien en riant beaucoup. Bonjour. Notre Jean, qui me regarde toujours d'un air sévère le matin quand ça démarre, comme ça, il dit quelle connerie va encore sortir. Et salut à tous. Salut à tous. Il dit, voyez, vous avez inventé, c'est martial, hein, salut à tous. Hein. C'est pas vrai quand il rigole pas. Hein. Bah non, c'est une affaire sérieuse. Pour l'artiste dans la société, quelle société aujourd'hui? Quel artiste aussi? L'artiste en dehors de celle-ci, où généralement on peut le retrouver. L'artiste et l'engagement politique, où là, il est complètement absent. L'artiste et la religion, bon, il prie toujours, il veut rien lâcher. L'artiste et la science, là aussi, c'est un petit peu déserté, enfin pour ce qui concerne l'artiste en tout cas. Donc la science, bon. C'est autre chose. L'artiste et l'autorité. Eh bien, l'autorité, enfin, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, vous savez ce qu'on lui dit. Voilà, avec notre Jean, donc, qui va vous parler aujourd'hui de... Érotique de l'art, c'est notre 4e volet déjà. Il y en aura 5 en tout. Hein. Ouais. Il y en aura 5 en tout, oui. Et voilà, là, c'est le 4e. 4e volet. Bon, bah, vous allez pas nous quitter tout de suite, hein, parce que quand même l'érotisme dans l'art, hein, c'est quelque chose. Ah puis je vous dis aujourd'hui, je vous dis tout de suite, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Très, très, très chaud.
C'était HK, les Saltimbanques, on lâche rien. On lâche rien non plus sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Moi, je veux pas faire beaucoup de commentaires. Tout a été dit à peu près dans cette chanson. C'est pas la peine que j'en rajoute pour dire que, enfin, je suis tout à fait d'accord avec cette expression-là que c'est maintenant que tout commence ou recommence pour je sais pas combien de fois supplémentaires. Pour ceux qui y croient, écoutez les mecs, c'est bien. C'est mieux d'y croire que de pas y croire, parce que de pas y croire, on se sent un petit peu seul, quoi. Mais bon, voilà. Vous allez donc pendant ces 5 années à venir devoir vous engager un maximum. Je pense que ça changera pas beaucoup de ce qui s'est passé les 5 dernières années. Que vous allez, hormis que ça n'a pas commencé au Fouquet's, mais bon. L'intention y était pas, ou y était, on sait pas, mais en tout cas, ça se terminera probablement comme ça s'est terminé pour celui qui avait commencé au Fouquet's. Oh bah t'es très optimiste, toi. C'est le vœu. Non, c'est le vœu. Ah, c'est carrément un vœu. C'est un vœu, oui. Oui, qu'est-ce que vous voulez, on risque pas de voir arriver le grand soir, si en plus il rendait la population heureuse, où en serions-nous dans 5 ans? Non, mais là, je doute qu'ils rendent la population heureuse. D'ailleurs, ce qu'ils ont fait dans les autres pays où ils étaient au pouvoir. Voilà. Non, je pense que depuis la fin de la guerre de 14-18, le parti au pouvoir, qui sera aujourd'hui ou demain, nous a enseigné qu'il fallait surtout pas croire au lendemain qui chante. Voilà. Donc, courage les mecs, vous allez avoir du pain sur la planche. Bonjour. Tu sais ce que j'ai bu dimanche soir à 20h? Non. Un café. Ah oui? Et je suis allé me coucher à 9. Moi, j'ai bu une tisane au tilleulement. C'est vrai? Non, j'ai même pas écouté les résultats, j'ai même pas écouté rien du tout. Et il y a une conne de copine qui habite dans l'Eure, qui a cru bon de m'envoyer un texte. Qui se reconnaîtra? Oui, probablement. Oui, il faut espérer quand même qu'elle... moi, je pourrais, oui. Qui a eu la gentillesse, on va dire plutôt la cruauté de m'envoyer un texto en disant « on a gagné ». Te faire ça à toi. Ah oui, non mais c'est... J'étais peinard. C'est carrément du sadisme. Oui, mon Jean. Remonte-nous le moral. Oh oui, tiens, tu veux un capitalisme du désastre. Ça va te remonter le moral, ça. Tiens, on croirait entendre le glaude. Ouais. Figure-toi que les marchés financiers n'ont pas bronché après l'élection de François Hollande. Ça te la coupe, hein? Pas du tout. Non, j'étais sûr qu'ils broncheraient pas. T'étais sûr qu'ils broncheraient pas, tu vois. Et pour cause, contrairement à un argument qui a quand même été beaucoup utilisé par l'UMP pendant la campagne, ils se moquent, les marchés financiers, complètement de l'élection française et de son vainqueur. Sur tous les tons, tu vois, sur tous les fronts, nous continuons, tu l'as remarqué, d'entendre les mots dette, rigueur et austérité. Alors on va se mobiliser, si tu le veux bien, Robert, à partir de ce matin, pour cette empoignade qui sera, on l'espère, historique. Tu en es d'accord? Je te sens motivé. Très motivé. Oui, bon. Elle sera plus chaude que jamais, je te préviens toutefois. Si tu veux retourner au terrier, tu auras quand même la possibilité. Parlons déjà, tu vois, pour commencer, des privatisations qui accompagnent et accompagneront, on n'a pas de doute là-dessus, les plans de rigueur imposés par ces mêmes marchés. Les États souverains, suivez mon regard, ruinés par leurs spéculations agressives, les spéculations agressives de ces mêmes marchés, sont encouragés à vendre les bijoux de famille pour parer au plus pressé, un peu partout en Europe. Tu vas comprendre de quoi je parle avec les bijoux de famille. En Grèce, par exemple, on va vendre une part du capital d'OTE, Télécom, leader du secteur. Sur recommandation de la foireuse Troïka européenne, les privatisations toucheront aussi la Poste publique Helena Postbank, la compagnie ferroviaire OSE, les ports du Pirée et de Thessalonique, qui sont des biens collectifs. Il n'y a aucune raison pour que ça change. En Espagne, on envisage de céder les aéroports de Madrid et de Barcelone. Vous avez entendu ça? Non. La décision est pour l'instant ajournée, mais ça ne devrait pas durer très longtemps. En Italie, les privatisations commencées en 1995 vont être poursuivies, voire renforcées. En Grande-Bretagne, David Cameron
a décidé de privatiser, tiens-toi bien, mon Robert, piquez-coup, t'es accroché quelque part. On ne voit plus. Non, mais privatiser les routes anglaises. Je parle pas des autoroutes. Oh là, non, c'est pas les routes. Les routes. Ouais, d'accord. Ouais. Les routes anglaises. Bah, ils donnent la voie, ça va arriver chez nous aussi. Les chemins de terre vont y passer derrière, hein, je veux dire, faut pas... Hein. Ouais. Et dans la foulée, le groupe postal Royal Mail. Les routes, non, ça ressemble. Voilà. La crise de la dette accélère ainsi jusqu'à la frénésie, un mouvement qui parachève en Europe le triomphe d'un modèle néolibéral théorisé dans les années 50, tu sais, par l'école dite de Chicago et de son gourou, Milton Friedman, hein, de triste mémoire. Ouais. Il est mort il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, je crois, dans les années 2000. On connaît les ingrédients de ce libéralisme intégral. Hein. Recul de l'État, diminution des impôts, privatisation. Ouais, c'est le triumvirat. Hein. Loué pour son prétendu dynamisme, il entraîne toujours une forte aggravation des inégalités et un recul du social. Hein. Je mets ça entre guillemets, mais enfin, voilà, de cette sensibilité-là. La crise de septembre 2008 avait montré ses limites, hein, voire la folie qui guette ce modèle. Hein. Qu'il puisse triompher chez nous, hein, 4 ans après le désastre de 2008, relève de l'énigme. Vient de sortir en poche la stratégie du choc, la montée d'un capitalisme du désastre. Hein. Un formidable essai de Naomi Klein. Ah oui, fabuleux. Dans cette minutieuse enquête de 850 pages, un monument, hein, l'essayiste canadienne passe en revue quantité d'exemples historiques, hein, où fut cyniquement mise en œuvre une stratégie du choc, selon ses propres termes. Hein. Par cette expression, elle désigne et dénonce, hein, au passage, une manœuvre politique qui consiste en fait à profiter de la fragilité d'une population, hein, ou d'un pays en état de choc, pour faire passer des réformes, je mets ça à nouveau entre guillemets, réformes, parce que réforme, tu penses, néolibérales, hein, façon Milton Friedman. Le premier exemple qu'elle donne est celui de la Nouvelle-Orléans, frappée en septembre 2005 par l'ouragan Katrina. Une petite piqûre de rappel, hein, ça fait pas de mal en passant. Très bien, mon Jean. 3 mois après l'effondrement des digues, hein, alors que la ville était encore à garde, Milton Friedman publia un article dans le Wall Street Journal dans lequel il recommandait qu'on profite, que ce mec n'ait pas été collé au mur, moi déjà, ça pour moi c'est une énigme. Ouais. Milton Friedman donc publia un article dans le Wall Street Journal dans lequel il recommandait qu'on profite de la catastrophe pour transformer le système d'éducation. Qu'est-ce que ça a à voir, hein ? Le vieil enfoiré voulait en fait dire privatiser les établissements scolaires pour les transformer en écoles à charte, évidemment payantes. Cela fut fait. Le pire de tout, c'est que cela fut fait. Les écoles publiques étaient au nombre de 123. Il en resta 4 après la réforme. Je te jure que c'est vrai. Hein. Non, mais t'as pas besoin de me jurer, mon Jean, je te crois. Enfin bon, c'est bien. L'état de choc avait eu l'avantage. L'état de choc avait eu l'avantage, évidemment, d'étouffer dans l'œuf toute contestation. Bien sûr. Les gens étaient tellement traumatisés. Hein. Naomi Klein rappelle qu'à de multiples reprises dans l'histoire, au Chili sous Pinochet, mais aussi en Iran ou en Indonésie, hein, cette même stratégie du choc a été utilisée. Et en Europe, tu me diras-tu. Et en France. Bah oui, Thatcher. Et demain. Instrumentalisation de la dette et absence de débat aidant, hein, nous risquons fort de subir demain la même entourloupe idéologique. Il ne suffit donc pas que la gauche soit au pouvoir, et comme tu l'as bien dit en prenant moins de temps que moi, on va dire, hein, tout à l'heure, il faut aussi que le petit poulet Hollande veille au grain. On verra bien. Bon. Moi j'ai tout vu. Tu connais, oui. Et puis je rappelle pour finir qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, hein, je vous racontais que, en toute discrétion, on parlait des hedge funds, hein, ces fonds spéculatifs absolument pourris, hein, qui servent à lutter, enfin à abaisser les États, hein, dans le bon sens du terme, pour le mot État, hein, bien sûr, dans le sens collectif. Hein. Celui qui sera peut-être le prochain président des États-Unis possède plus d'1 million de dollars dans un de ces fonds pourris. Voilà. Autrement dit, on verra ça en octobre ou en novembre. J'ai oublié quand avaient lieu les élections américaines, mais le président des États-Unis aura peut-être 1 million de dollars dans un fonds qui spécule contre la Grèce, entre autres. Voilà où on en est. Aujourd'hui, un capitalisme du désastre, et je vous rappelle
le truc de Naomi Klein, c'est en livre de poche, voilà, à la portée de toutes les bourses. Et à la portée de toutes les têtes aussi. Hein. Ouais, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a un documentaire qui est tiré du livre, qui est très bien fait, qui recense tous les exemples. Voilà. Révolution. Ça fait C'était Mondialisation de Michel Buller. Et attention, ça fait des bulles dans le studio. Hein. Je vous dirais tout de suite que mon Jean est en train de me remonter les bretelles. C'est pas sympathique. Ah, pas du tout, non. Non, jamais je ferai un truc comme ça. Il va s'insurger. Mon Jean, bon, alors on passe aux choses sérieuses. Quand notre piqué-coup, on aura fini avec le téléphone, qui doit nous dire quoi, la piqué-coup, tout de suite, là, avant de prendre notre place. Bah, surtout que oui, normalement, c'est elle qui... Bah oui, normalement, mais qu'est-ce que c'est bon, ouais, on n'a pas, désolé, on n'a pas eu le temps de décrocher. Le mieux, c'est d'appeler juste au début de la pause musicale, parce qu'après, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Exactement, j'espère que ce sera entendu. On va commencer par un extrait du Masseur Noir de Tennessee Williams. Le Tennessee Williams, c'est 1911-1983. Il a poussé l'art de la nouvelle jusqu'à des hauteurs et surtout des profondeurs vertigineuses. Le bon son. Dans le Masseur Noir, il y a même, si tu veux, par exemple, la chatte sur un toit brûlant. Au départ, ce sont des nouvelles, avant d'être avant de devenir des pièces de théâtre et puis des scénarios de films et tout ça. Et on se rappelle avec quel... Il a développé, en fait, il est souvent parti de nouvelles pour développer ses textes les plus longs. Pas toujours, d'ailleurs, de manière heureuse, parce que quand on voit le Masseur Noir, surtout pas rallonger un texte comme celui-là.
Dans cette nouvelle, en fait, le Masseur Noir, un trentenaire effacé, timide à l'extrême, qui plus est complètement écrasé par la vie, il maîtrise vraiment rien, va trouver une sorte d'accomplissement dans la soumission à la violence d'un autre, mais qu'il va provoquer. Elle n'est pas non plus là au départ. Mais cette relation sadomasochiste passionnée lui sera fatale. Il finira tué et dévoré par son bourreau. Depuis sa naissance, cet homme, Anthony Burns, avait manifesté une tendance instinctive à se laisser avaler et engloutir par les milieux dans lesquels il vivait. Partout, il se sentait écrasé, comme englouti, et pas vraiment en sécurité. Où il se sentait mieux que partout ailleurs, c'était au cinéma. Il n'aimait rien tant que de s'asseoir au dernier rang dans la salle obscure qui l'engloutissait doucement, comme s'il n'était qu'un petit morceau de nourriture se dissolvant dans une grande bouche chaude. Son esprit était sans curiosité. Il avait tout juste appris ce que l'on avait tenu d'apprendre, et sur lui-même, il ne savait rien. Il n'avait aucune idée de ce qu'étaient ses désirs réels. Désirer, cela consiste à vouloir occuper un espace plus grand que celui qui vous est offert. Et cela était spécialement vrai dans le cas de Anthony Burns. Ses désirs, ou plutôt son désir fondamental, était tellement trop grand pour lui qu'il l'engloutissait complètement, comme un manteau qu'il aurait fallu couper en 10 manteaux plus petits. Ou plus exactement, c'est beaucoup plus de Burns qu'il aurait fallu pour remplir ce manteau-là. Parce que tous les péchés du monde ne sont en réalité que des inachèvements, que des incomplétudes. Toute la souffrance du monde en est une réalité, une expiation. Maintenant, à 30 ans, il était sur le point de découvrir l'instrument de son expiation. Et, comme tous les événements de sa vie, cela lui arriva sans intention, ni effort. Presque sans savoir qu'il y allait vraiment, ce samedi après-midi, il se rendit au bain turc et massage. Mais dès qu'il eut passé la porte de verre blanc, son destin fut décidé. Ni sa volonté, ni ses gestes ne dépendaient plus de lui. Il paya $2,50, ce qui était le prix d'un bain et d'un massage, et à partir de ce moment, il n'eut plus qu'à suivre les instructions et se soumettre aux soins. Au bout d'un instant, un masseur noir vint vers lui, le poussa en avant, le fit tourner au bout du couloir et entrer dans un compartiment fermé par des rideaux. Il lui versa de l'alcool, d'abord sur la poitrine, puis sur le ventre et les cuisses. L'alcool coulait partout sur le corps nu avec un picotement d'insectes. Burns se suffoquait et croisait les jambes pour étouffer la plainte sauvage de son sexe. Mais sans le moindre avertissement, le nègre leva soudain sa paume et lui appliqua une terrible claque sur le milieu du ventre. Le petit homme eut un halètement, et pendant 2 ou 3 minutes, il ne put reprendre son souffle. Mais aussitôt le premier choc passé, un sentiment de plaisir l'envahit. Il passa comme un liquide d'un bout à l'autre de son corps et dans le creux de son ventre, parcouru de fourmillements. Il n'osait pas regarder, mais il savait ce que le nègre devait voir. Le nègre rit, le saisit par la taille et le retourna aussi facilement qu'un traversin. Alors, il commença à lui travailler les épaules et les fesses, de coups qui gagnaient à chaque fois en violence. Et plus la violence, plus la douceur s'amplifiait, plus le petit homme se sentait brûler. Il ressentit pour la première fois une satisfaction véritable, tandis que d'un coup, un nœud se relâchait dans son ventre, libérant le flot brûlant du plaisir. Merci Piquet-Cou. Le Masseur Noir est édité en poche chez Robert Laffont, enfin par Robert Laffont dans le livre de poche, au sein du recueil Le Boxeur Manchot. Voilà, c'est important parce que vous ne le trouverez pas tout seul, vous aurez du mal à trouver la référence autrement. Je répète, Le Boxeur Manchot, voilà, un recueil de nouvelles de Tennessee Williams. Et vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Hamelot, 75 011 Paris, métro Robert. Oberkampf, fille du calvaire ou République. Révolution. Oui, bonjour. Téléphone de Publico 01 48 05 34 08 et site internet après les W, librairie-publico.com.
Et oui, et je ne peux résister au désir de lier cette relation sadomasochiste passionnée qui leur sera fatale à nos compatriotes et qui au lendemain carrément de ces érections pestilentielles se sont soumis et seront tués et dévorés par leurs bourreaux. Voilà, on va en profiter pour rappeler la devise de notre émission, hein. Ni Dieu, ni maître profond. Exactement. Moi, je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40. Et voilà, l'auditeur auquel j'ai pas pu répondre tout à l'heure peut nous rappeler maintenant. Mais qu'il se souvienne, ni Dieu, ni maître profond. Alors, c'était Sex and Violence par le groupe Les Exploités. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, et on prierait les auditeurs facétieux qui pensent que Piquet-Cou a besoin de tricoter je ne sais quel pullover cacadois, n'est pas du tout là pour ça. Bon. Absolument. Et par contre, elle est là pour nous raconter des belles histoires. Ouais. Et on va commencer par un thème qu'on retrouve beaucoup dans la peinture et aussi dans la sculpture, hein, qui est les trois grâces. Hein. Les grâces, que les Grecs anciens appelaient les charités, sont au nombre de 3. Euphrosine, Thalie et Aglaé. Ce sont des déesses personnifiant la vie dans toute sa plénitude, et plus spécifiquement la séduction, la beauté, la nature, la créativité humaine et la fécondité. Elles seraient les filles de Zeus et de Nomie, mais des traditions plus récentes en font plutôt les filles d'Hélios et d'Églé, ou même de Dionysos et d'Héra.
dans des temps beaucoup plus reculés, on n'honorait à Sparte que 2 charités, Cléta et Phaéna, et c'est le poète Hésiode qui, dans la Théogonie, document fondateur de la mythologie grecque, portera leur nombre à 3. L'une tient des roses, l'autre un dé à jouer, et la troisième une branche de myrte. Chacune des 3 tient aussi une pomme. Euphrosine personnifie la joie poussée à son sommet, autrement dit l'allégresse, la joie de vivre, que l'on ressent dans un banquet, tel le banquet éternel des dieux, auquel les hommes participaient au début du récit de la Théogonie. Thalie est la personnification de l'abondance, voire de la surabondance, le trop-plein de vie qui se prodigue comme un don. Aglaé est la beauté, dans ce qu'elle a de plus éblouissant, autrement dit, la splendeur. Il s'agit de la plus jeune, et elle est, selon Hésiode, l'épouse d'Héphaïstos, plutôt qu'Aphrodite. Elle est d'ailleurs la messagère de celle-ci. Ensemble, elles personnifient la fête, la prodigalité, la zoé, la vie dans ce qu'elle a de plus intense. Elles sont exactement la vie telle que l'entendaient les Grecs. Ainsi, pour eux, tout ce qui est reçu est une grâce ou une gratification. Dans une société fondée sur le don et le contre-don, elles sont intégrées au système de valeurs, en plus de représenter un idéal. Comme tous les dieux et déesses, elles sont éternellement jeunes et belles, à l'âge que les Grecs considéraient comme celui de la plénitude, c'est-à-dire entre 15 et 20 ans. Elles président à toutes les activités ludiques, d'où leur représentation en danse et en jeu, mais aussi à toutes les activités gratuites, la sexualité en dehors du mariage, le repas en l'absence de faim, la danse pour le plaisir. Ainsi, elles sont souvent représentées dansant. Mais la danse qu'elles exécutent est très différente de celle des Ménades qui escortent Dionysos. Elle est dirigée par Apollon, qui joue de la cithare, dictant le rythme de la danse, en découpant le temps et les mouvements en périodes régulières. De même, les fêtes humaines qu'elle préside ne se font qu'à certains moments de l'année, à des dates réglées à l'avance. Les charités ont comme divinité symétrique les Érines, divinité de la haine et de la vengeance, elle aussi soumise à l'ordre du roi. Dans les sociétés antiques, le don est requis pour arrêter le cycle de la vengeance. On échange des cadeaux contre la vie. La grâce peut être érotique pour inspirer le désir sexuel, guerrière pour attirer la gloire, ou royale pour inspirer le respect, ce que nous appelons aujourd'hui charisme. Mais elle peut également être versée sur les hommes. Ainsi Ulysse, qui sort du bain préparé par Nausicaa, devient en recevant la charis d'Athéna, pareil à un dieu, au moins en apparence. Les représentations les plus fameuses qui en ont été faites sont en peinture celles de Raphaël, de Luca Cranach, de Rubens, de Burne-Jones ou de Botticelli avec son fameux Printemps, et en sculpture celle de Canova. Merci Piquet-Cou. Alors je mettrai un lien sur le blog de l'émission http://arakai.blogspot.com vers une représentation des 3 grâces. Tu as une préférence, toi Non, Lucas Cranach. Bon ben voilà, on se retrouve. Salut camarade. Je précise aussi que la Zoé, c'était pour les Grecs la vie dans toute son intensité, dans toute sa plénitude. Et puis voilà, vous avez appris au passage que charisme et charité ont les mêmes origines. Non, c'est très intéressant de rappeler ces textes, de rappeler en tout cas ces histoires que Jean remet en forme, parce que c'est quand même notre histoire, c'est quand même notre culture. Ça vaut pas. Et c'est bien maintenant que dans les écoles, il semblerait que toutes ces choses-là soient évacuées. On prend le relais, nous, on fait l'école. Voilà. Et les 3 grâces, vraiment, c'est un thème récurrent dans l'histoire de l'art. Je pouvais pas en dresser la liste. C'est impossible d'en faire une liste exhaustive. À l'antenne, ça nous prendrait une émission. Pourquoi pas? Moi, pourquoi pas un autre jour? Bien sûr. Non, je pense que tu vois, là, c'est un vrai travail, si on peut dire, d'éducation populaire, mais sans y mettre quoi que ce soit de suffisant ou de machin, de truc, cela a ramené un petit peu. Non, moi je pense que c'est un vrai travail. Même moi, je découvre des choses, je retrouve des textes que j'avais oubliés, etc. C'est vraiment important, je trouve, un travail comme ça. Voilà, et puis on ne peut que louer des déesses
qui sont consacrés aux activités gratuites. Hein. Oui, tout à fait. Nous, c'est tout à fait dans notre culture. Hein. Nous, les anarchistes, hein. On n'est pas la gratuité. C'était les Grâces en ce lieu, extrait des Fêtes des Baies de Rameau. Sur Radio Libertaire, évidemment, dans le studio, comme on prenait de l'avance, on a failli couper la parole à Piquet-Cou, qui nous jette un regard très dur. Bon, enfin, sur Radio Libertaire, je répète, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la Fédération anarchiste, à Racaille, à 152e. Bon, Jean, qu'est-ce que tu peux nous raconter maintenant? Eh ben là, on va monter en température, Robert. Oui. Et c'est toi que j'ai choisi pour faire le thermomètre. Oui. Hein, si ça t'ennuie pas. On va vous causer donc avec un autre genre. Là, c'est pas un thème, hein, c'est un genre érotique, les estampes du Japon. Alors là aussi, évidemment, il faudrait... Bon, on y reviendra là, parce qu'on fera une émission spécialement là-dessus, hein, parce que les estampes du Japon, le terme est là. Là, évidemment, c'est les estampes érotiques ce matin, et puis on va survoler seulement, hein, mais on y reviendra plus profondément, si j'ose dire, une autre fois. À toi, mon Roro. Profondément, je suis d'accord. Faut dire, non, mais les estampes au Japon, il faut d'abord savoir que dans la tradition magique du Japon, le sexe de la femme est la seule arme capable de faire fuir les démons. Ce qui est tout le contraire dans la civilisation judéo-chrétienne. Je te le fais pas dire, tu vois, c'est incroyable. Non, oui, je savais que tu noterais ça immédiatement. Je suis pas déçu. En effet, ils sont toujours mis en déroute par la vision malicieuse du pubis fendu et velu. En regardant des estampes érotiques japonaises, avant même d'y déceler un culte systématique de l'orgasme, on est d'abord frappé par la disproportion des sexes, aussi bien celui de la femme que celui de l'homme. Oui. Pourtant, ce n'est qu'après le XVIIe siècle que le gigantisme s'est emparé méthodiquement de l'imagination des peintres, comme si l'excès dimensionnel avait pu suivre la montée parallèle du désir. Jusque-là, l'anatomie n'était pas forcée et les sexes étaient représentés dans leur modeste turgescence naturelle. Oui, c'est vrai que on pourrait dire que dans la culture occidentale actuelle et la pornographie qui sévit sur le net en particulier, on nous montre toujours des mecs avec des sexes, des turgescences gigantesques qu'auraient parodié les artistes du XVIe siècle. Le thermomètre est à 42 là déjà. On continue. La prostitution est aussi vieille que l'humanité, mais c'est en 1761 qu'apparaissent celles qui vont devenir une institution nationale aussi solide que le mariage, les fameuses geishas qui savent prouver leur parfaite maîtrise des plaisirs. Oui. C'est dans l'univers artificiel de la ville close de Yoshiwara, la cité sans nuit,
Ça, c'est joli, la cité sans nuit. Oui. Que vont naître des œuvres particulières par génération spontanée du nouvel art de l'image libre, facilitée par la technique magistrale du bois gravé. Oh, les bois gravés japonais. C'est le summum de la gravure, pour moi en tout cas. 43. Pardon ? 43. Arrête. N'importe quel rouleau, depuis les représentations les plus anciennes, traitait d'une manière exhaustive la géométrie limitée de l'accouplement, en y ajoutant une certaine complaisance pour les caresses entre femmes, le saphisme ou quelques plaisirs solitaires avec un nolisbos fixé au talon, ainsi que le fétichisme constant du mouchoir en papier, présent auprès de celles ou ceux qui ont joui de leur corps. On avait fait le tour de la question, avec tout ce petit monde que je viens d'évoquer. Avec l'ukiyo-e, d'abord en noir et blanc, puis en couleur, les collections particulières s'enrichissent considérablement. La femme au bain en est le motif préféré, dans toutes les attitudes possibles prisées par les amateurs. Et là, je dois dire qu'ils sont assez forts, ils ont une imagination, enfin, ils n'ont qu'à copier ce qui se passe dans la vie réelle, vont suivre les embons, E-N-B-O-N, de petits livres sans valeur littéraire, mais toujours remarquablement illustrés. On pourrait penser un petit peu à ce qui se fait en ce moment avec pour les adolescents, là. Puis les charérons, ou livres plaisants, enfin le nijobon, ou livre des sentiments humains. Oui, comment ça s'appelle, les petits livres japonais ? Les mangas, oui. Les mangas, oui. Ah oui, c'est bien ça. sûr, il y a toujours eu une tradition depuis. Absolument, et d'ailleurs les mangas, enfin ce qui me gêne un peu, c'est que les sexes sont effacés, souvent. Et même, enfin, mais c'est aussi une forme d'érotisme pour montrer tout. Il faudrait inventer les mangas inversés, tu sais, où tout le reste serait effacé, où on n'aurait que les sexes. Tu aimerais ça? Très bien, oui. Là, 44. L'art érotique a trouvé là ses expressions les plus heureuses, où le réalisme se dilate souvent jusqu'au fantastique. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même des foufounes qui sont intéressantes, et des sexes masculins aussi. Si les travaux érotiques de Yokusai, de Toriki Yonobu, de Suzuki Harunobu ou de Honda Tadanori sont bien connus, notamment son rouleau Fukuro Soshie Kotoba, qui raconte l'histoire d'un moine enfermé dans l'appartement de 4 femmes insatisfaites, puis dans un monastère de nonnes faméliques, le maître absolu de l'étampe érotique japonaise est sans conteste Kitagawa Utamaro, ça c'est vrai, seigneur de l'ukiyo-e, dont la délicatesse de couleur n'altère en rien l'intensité d'égarement. Ça, j'adore cette expression, l'intensité d'égarement. Avec quelques traits fins qui séparent les couleurs entre elles, Utamaro nous restitue un monde qu'il a rendu parfait, où l'extase est peint quotidien. Et ça, c'est vrai que les gravures, c'est d'une perfection invraisemblable. Quand on pense que c'est sur bois, c'est invraisemblable aussi, parce que c'est une finesse. Puis là, sur le bois, il n'y a pas de reprise possible. Ah non, là, c'est terrible. Ouais. Son art éclaire ce monde des quartiers réservés autant que celui d'un Toulouse-Lautrec chez les Occidentaux. Sauf que, je dois dire, même si j'aime bien Toulouse-Lautrec, ça fait un peu pâteau à côté des gravures d'Utamaro. Oui, mais si tu veux, il a quand même magnifié. Oui. C'est ça le principe de la maison de la correspondance entre les deux, c'est d'avoir magnifié des quartiers réservés, quoi. Tu vois, d'avoir révélé la beauté en fait d'une certaine vie nocturne. Tout à fait. Sauf que je te dis, celle d'Utamaro est quand même. Moi aussi, je suis d'accord. Je citerai par exemple le chat jaloux et sa maîtresse, ou un priape qui caresse frénétiquement le sexe largement offert d'une courtisane, voit un chat déchaîné mordre sauvagement son membre turgescent. Oui, ça, il faut être japonais pour faire des trucs pareils. Mais tu as mal, hein. Ah oui, là. Rien que de regarder, oui. Tu as mal. Mais en même temps, l'érotisme aussi, je crois que tu en parleras avec Sade, etc. Ça devient une espèce d'ode au mal, quoi. C'est la souffrance. Oui. C'est ça. Hein. Le corps est un instrument pour souffrir. C'est un peu ce qu'on avait aussi dans la nouvelle de Ma Sœur Noire. Hein. Tout à fait. Mais nous consacrerons bientôt une émission entière, les mecs. Alors là, tout ça vos postes de radio, hein. À l'estampe japonaise, pas seulement érotique. Et reviendront sur Katawaga Utamaro,
paya de sa vie une liberté et une ironie inaliénables. Voilà, c'est ça. Ah ouais, il allait jusqu'au bout. Il a été mis en tôle parce qu'il a osé se plaindre, tu vois, d'un empereur, ou peut-être même pas d'un empereur, d'un satrape quelconque. Il a été mis en tôle, il est resté jusqu'à sa mort en prison. Enfin bon, un artiste de ce niveau-là. Il y a des artistes martyrs, on n'a pas eu ça vraiment chez nous. Mais il utilisait son talent pour se moquer des hommes de pouvoir, quoi. Et il le prenait très mal, ce qui prouve qu'il était... Ouais, il était bon. Qu'il était bon, exactement. Alors non seulement il était... Vraiment, il faut voir ses gravures. Vous pouvez... Jean va vous donner des indications là-dessus, mais c'est vraiment magnifique. Et puis non seulement c'est magnifique, mais ça véhicule aussi cette espèce de une forme de révolte, de révolution, de dénonciation des mœurs, des turpitudes des gens de pouvoir de cette époque. Voilà, et on mettra donc une reproduction d'une estampe de Outamaro sur le blog de l'émission http://arakai.blogspot.com. Merci mon Jean. C'était un extrait de la bande originale du film Mémoire d'une geisha. C'est le thème de Sayuri, c'est une musique de John Williams. Merci Piquet-Cou sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Vous l'entendez, vous l'entendrez encore longtemps. Arakai, la 152e, avec notre Jean qui va tout de suite se mettre au turbin pour vous conter une histoire pas triste. Cramponnez-vous quand même. Ouais, c'était très joli, hein, ce Sayuri thème là. Très joli. Ouais, joli. Hein. Ouh là là. Bon, enfin, bref. Ouais, un thème érotique un peu moins gai, les rites sadomaso. Hein. S'il est actuellement de bon ton, hein, vous en conviendrez dans certains cercles, et essentiellement pour de pures raisons cartésiennes, voire commerciales. Hein, suivez mon regard. Hein, c'est tout récent, de dénigrer l'œuvre de Sigmund Freud. Hein. Il y en a un qui a vendu beaucoup de... Un pseudo-philosophe. Libertaire en plus. Enfin, qui dit, hein. On n'est pas obligé de le croire. Donc s'il est de bon ton de dénigrer l'œuvre de Sigmund Freud, il n'en reste pas moins que chacune de ses intuitions, hein, et elles furent innombrables, je le rappelle, suffirait à lui assurer l'immortalité. Hein. Freud a caractérisé l'ambiguïté de la pulsion sexuelle, hein, offrant l'aspect contradictoire à la fois de la vie et de la mort. Hein. La sexualité peut ainsi, ou presque, hein, tout de même, être définie comme l'attrait que l'existence ressent pour elle-même, hein, narcissique dans le cas de l'égotisme, hein, homosexuel dans le sexe même et hétérosexuel dans le différentiel. Hein. Pourtant, cet attrait peut être dialectiquement surmonté. Hein. L'existence n'est alors plus intéressée par elle-même. Hein. Elle devient indifférente ou pire, agressive à l'égard de sa représentation. Hein. Cette agressivité, qui peut d'ailleurs aller jusqu'à la haine, hein, va du masochisme au sadisme, hein, voire au meurtre. Généralisé au degré collectif, ces comportements d'automutilation, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, et d'autodestruction se localisent souvent dans des cérémonies secrètes, hein, religieuses ou pseudo-religieuses, encore pire, hein,
avec exaltation sexuelle et hystérie. Il trouve une expression spontanée et délirante à l'occasion de bouleversements exceptionnels de l'ordre social. Hein. Oui, alors là, on doit faire attention. Voilà, terriblement attention, hein, comme le lynchage ou la guerre civile. Hein, mais ce ne sont que deux exemples. Hein. Enfin, la trajectoire autodestructrice de l'existence s'achève dans la guerre. Ça, c'est le paroxysme. Hein. Voilà. La force de l'art, hein, tu en seras d'accord, c'est sa subjectivité. Hein. Même si elle est évidemment relative d'un artiste à l'autre. Hein. La force de la science, c'est son objectivité, même si là aussi elle est relative, bien sûr, hein, d'un scientifique à l'autre. Hein. De la même façon, les deux sont indissociables. Hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je sais que Robert n'est pas totalement d'accord avec cette idée, mais un peu comme le yin et le yang, on va dire. Hein. Chacun nourrissant l'autre. Hein. Un siècle a suffi pour aller de Sade à Freud. Hein. Mais la lecture de ce dernier est indispensable, à mon sens, hein, pour décoder les exploits du divin marquis. Ouais. La pensée de Sade, en fait, baigne dans un système. Il en arrive à la conclusion que le corps n'est plus qu'un instrument à donner la douleur. Ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui n'est pas faux du tout. Ce qui n'est pas faux du tout, voilà. Du haut de sa solitude, il impose la fascination de sacrifice, la solitude, je parle de Sade, hein, bien sûr, hein, du haut de sa solitude, il impose la fascination de sacrifice à l'état pur, hein, érotique, on va dire par définition, messe noire d'une religion sans foi, hein, c'est très important, hein, se déroulant à un stade qui a dépassé celui de la conscience rationnelle. Hein. Il va en fait au-delà de l'attrait de l'existence et en choisit la représentation agressive qui va individuellement du suicide au meurtre, hein, collectivement de la révolution à la guerre. Chez Sade, comme pour Freud, hein, je dis bien chez pour l'un et pour le suivant, hein, parce que dans un cas on a un artiste, hein, Sade, un artiste de la plume, hein, et pour Freud on a un penseur, hein, de la plume là aussi, mais un penseur. Hein. C'est dans la guerre, chez l'un comme pour l'autre, hein, c'est dans la guerre que s'accomplit la suprême réalisation de la tendance dialectique de l'existence à se surmonter par la destruction. Je ne sais pas si je suis bien clair. Hein. Pourtant, Freud le contemple d'assez loin, hein, et en déduit que le sadisme, et avec lui le masochisme, hein, sont présents dans le rapport sexuel normal. Ouais, d'accord. Le masochisme se présente sous 3 formes, écrit-il. En tant que condition de l'excitation sexuelle, hein, en tant qu'expression de la nature féminine, mais ne me demandez pas de développer, hein, en tant que norme du comportement. On pourrait développer, mais ça demanderait du temps. Oui. Puis je n'ai pas la connaissance, connaissance de l'œuvre de Freud qui me permette de le faire aujourd'hui. Hein. Mais nous, au moins, on le reconnaît. On n'écrit pas des livres pour déconner. Et donc la troisième des formes, c'est la norme du comportement. Hein. Nous pourrions donc ainsi distinguer 3 formes de masochisme, hein, érogène, féminin et moral. Le masochisme érogène, c'est le plaisir de la douleur. Hein. Il est motivé biologiquement, mais demeure incompréhensible, hein. Même pour ceux qui en sont atteints, si j'ose dire ça comme ça, sauf à formuler des hypothèses sur des réalités tout à fait obscures. On n'a jamais voulu faire ça dans cette émission. Hein. Le masochisme féminin est le plus clair. Hein. Il montre en fait la relation constante entre féminité et vie instinctuelle. Là, ça devient peut-être un petit peu plus clair quand même. Hein. Le masochisme moral, de loin le plus important, il n'y a pas photo, hein, au moins sous certains de ces aspects, hein, est personnifié par le sentiment de culpabilité, hein, généralement inconscient. Les rites sadomasochistes, fétichisme, soumission, torture, fouet, fessée ou viol ont inspiré de nombreux artistes, on se demande bien pourquoi, hein, oui. Y compris dans des représentations soigneusement codifiées, hein, et édulcorées pour passer la censure, hein, enfin sous les arcanes de la censure, hein, comme le verrou de Fragonard, tu te rappelles, hein, que nous avions déjà abondamment commenté dans cette émission. Voilà. Bon, on reviendra sur ces trucs-là parce que bon, oui, il y a tellement de choses à dire. Hein, moi, on peut pas faire un papier qui soit exhaustif, un tant soit peu. Hein. Non, mais t'as eu tout à fait raison de souligner que on n'avait pas la compétence pour disserter sur Freud, en tout cas sur son travail à ce propos, quoi. Voilà. Le verrou de Fragonard, c'est une superbe porte d'entrée, si j'ose dire, vers ce sujet. Hein. Voilà. Donc à chacun de
de développer lui-même s'il en a l'envie. Voilà, je mettrai un lien quand même, je sais pas vers quoi d'ailleurs, peut-être une... oui, parce que le verrou, on l'a déjà, je crois, on a déjà le lien, bon, vers une toile ou une sculpture, en tout cas, qui navigue dans ces eaux troubles. Voilà, http://arakai.blogspot.com. Et j'ai eu une fois, enfin, j'avais acquis les malheurs de Justine de Sade, illustrés par Diouf. Ah, c'était génial. Ah bah tu vois, je connais pas moi ça. Ben, je l'ai offert à un ami anglais qui allait se marier. Et il était vraiment heureux d'avoir ce chose-là. Je trouve ça très marrant comme idée d'ailleurs, d'avoir associé Sade et Dubout. Et là, fallait y penser. Oui, hein. et en même temps, toi, ça permet d'aborder Sade sans... Complètement, bien sûr. Ouais. Je vois tout de suite l'intérêt. Hein. Ouais. Magnifique. J'aimerais bien jeter un œil. Ouais. Mais comme tu l'as offert. Ben non, je l'ai offert à un autre ami. Ouais, je pense. non, mais parce que c'était ça attendu pas que je fasse un peu ma jalouse. Non. C'est un ami qui adorait Dubout. Tu vois, c'est un Anglais, il adorait Dubout. Mais vraiment, c'était pour lui, c'était surtout les chats de Dubout, tu vois. Ah ouais, faut dire. Un petit trou de cul, là, tout le temps. C'était comme ça. Hein, un aparté. Un aparté. C'était Magali Noël et Boris Vian qui interprétaient Fais-moi mal, Johnny. Voilà, pour illustrer le texte de notre Jean sur Sade. Hein, ça nous arrêterait un peu les neurones quand même. Hein. Oui, hein. Toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans la publicité. Une radio rebelle, avec des animateurs rebelles. On sait pas comment ça va exploser. Je vais vous parler tout de suite des expos à ne pas manquer. Il y a un demi-rebelle, disons-moi, et un vrai rebelle, toi. Quoi. Ah oui, je te regarde quand je vois. Oui, bien sûr, c'est ça. Si vous voyez Je suis un rebelle d'antichambre. On est peu de choses à côté. Hein. Ah non, moi je Ils sont bêtes. me sens Bon, voilà, bonjour. un tout petit rebelle. T'as 1m80 quand même. Hein. Non, mais quand tu prends ce moi, je suis un regard... gros rebelle d'1m65. 15 cm de différence, quand même. Vous voyez ? Bon. Faut quand même lever le poing dans un studio de radio, il faut quand même être capable de le faire, tu vois, je veux dire... La gueule, sérieux, là. Ça va se régler, mon grand. Chez le Portugais. Ouais, autour d'un mauvais Côte-du-Rhône. Oui. Oh putain, qu'il était mauvais, alors. Qu'est-ce que c'est du vinaigre, son pinard. Oh là.
Faudra lui dire, toi, parce Faudra donner l'adresse si vous voulez, mais c'est très bon, hein, la nourriture, mais alors le vin... une cure de vinaigre, c'est très bon pour la santé. Je vous assure. Voilà, la première expo, c'est le corps découvert. Ah tiens, pourquoi le corps Pourquoi le corps aujourd'hui? Ah oui, me ça demande, hein, franchement. Bah, tu vas voir, là, il y a comme une espèce de contradiction, parce que c'est à l'Institut du monde arabe. Oh là, oh oui, oh là, oui, d'accord. Hein, on est d'accord. T'es sûr que c'est pas dangereux ton histoire Ah, c'est possible, ça. Oui, Place Mohamed V, hein, dans le 5... non, il y a Mohamed dans le coup, alors. Dans le 5e arrondissement de Paris, et c'est valable jusqu'au 15 juillet. Hein. Exposition d'art moderne et contemporain, hein, sur le thème de la représentation du corps et du nu dans les arts visuels arabes, hein, qui constitue, on va dire, une sorte de terrain incognita, hein, pour le moins inexploré. Oui, oui. On aurait ainsi pu s'attendre à ce que des représentations, ces représentations n'existent pratiquement pas dans la peinture arabe. Hein. Or, à travers le corps, c'est tout un pan méconnu d'une riche iconographie qui vient à se découvrir. Hein. L'exposition a pour ambition de rassembler sur 2 étages une large sélection d'œuvres et de médiums, hein, permettant d'aborder cette question, hein, de manière synchronique et diachronique à la fois. L'IMA, l'Institut du monde arabe, hein, entend ainsi présenter au public une exposition qui, à travers ce thème ample, complexe et fondamental à la fois, hein, embrasse tout un siècle de peinture arabe, ou plus exactement de pratique des arts plastiques. Hein. Car lorsqu'on parle ici de peinture, on entend le mot dans l'acceptation européenne ou occidentale du mot, hein. Bien évidemment, c'est-à-dire selon celle qui est désormais reçue sur la scène internationale, hein, à présent mondialisée. Et puis un grand miroir. Ah oui, alors là, vous pouvez encore y aller encore plus. Ouais, domaine de Sceaux, ça c'est 9 rue du docteur Berger, 92 330 Sceaux, hein, jusqu'au 24 juin 2012. Une sélection de 66 dessins de Jean-Auguste Dominique Ingres. Hein. Oui. Ingres, c'est 1780-1867, au petit château du domaine de Sceaux. Cet ensemble exceptionnel, hein, issu du fonds de 4500 pièces, légué par le peintre à sa ville natale de Montauban en 1867, hein, aborde la question de la représentation du visage et plus généralement de la figure par l'artiste. Hein. Le public peut notamment découvrir des dessins préparatoires à des œuvres aussi célèbres que l'Apothéose d'Homère, le portrait de Luigi Cherubini, hein, la muse de la poésie lyrique, ou encore le bain turc, hein, dont on parlait la semaine passée, hein, des chefs-d'œuvre aujourd'hui conservés au musée du Louvre à Paris. La plupart des grandes œuvres d'Ingres sont représentées à travers leurs études dessinées, hein, tel le portrait de Madame Moitessier, sur lesquels on a déjà fait un papier aussi dans cette émission. Hein. C'était Daniel Arras, hein, à partir d'un texte de Daniel Arras, visible lui à la National Gallery, hein, ou ceux à Londres, hein, donc, ou celui de la comtesse d'Aussonville, hein, qui est visible à New York. Ingres était un immense dessinateur. Hein. Plus grand que le peintre à mon sens, hein. Pour ceux qui, contrairement à moi, n'ont pas eu la chance de se trouver ou de passer à Montauban cet été, hein, et d'y passer 4 heures au musée Ingres, voilà, vous avez cette possibilité d'aller jusqu'à Sceaux. C'est pas très loin par le RER, hein. Il y a 66 dessins, c'est pas les 4500 qu'on peut voir à Montauban, mais qui sont pas toujours visibles en même temps. Hein. C'est vachement bien foutu à Montauban. Il y a des grandes pièces comme ça avec des tables. Enfin non, c'est des meubles à tiroirs si tu veux, et chaque tiroir que tu tires te révèle sous verre un dessin d'Ingres, un dessin original. C'est un régal. Hein. Il faudrait pouvoir y passer plusieurs jours. Voilà. Au bout d'un moment, j'ai lâché, j'ai pas vu les 4500, je crois qu'ils sont pas tous visibles en même temps, mais bon, à vérifier. Voilà mon Robert, à toi. Plutôt à la petite dame là-bas. Ah non, mais ça rentre pas décidément. Non, aujourd'hui, c'est l'émotion, genre successive, c'est bon. Ces événements récents. Non, je ne crois pas, Robert.
C'était Anne Sylvestre qui interprétait Portrait de mes aïeuls. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre ses publicités, Arakaï, le 152e, et Piquet-Cou qui est morte de rire dans la régie, puisqu'elle nous a coupé le son. Aussi, elle sait qu'en te passant Anne Sylvestre, mais c'était on venait de parler de sadomasochisme, donc voilà, c'était une torture pour toi. Bon. Ouais. Hein. J'ai posé Donc je vais la remercier. Enfin, nous allons donc passer à autre chose. Les annonces de la Fédération anarchiste, les annonces des œuvres de la Fédération, les 3 œuvres. Radio Libertaire, là où on est en ce moment. Deuxièmement, ça te rappelle rien, ça? Non. Ah si. Ah, tu l'imites bien. Deuxièmement, la librairie Publico. Et troisièmement, tu l'imites le mot bien, libertaire. Ah, pas mal. Tu l'imites super bien. Ouais. Arrête. Radio Libertaire qui a besoin de vous, chers auditeurs, pour pouvoir continuer à émettre dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'avec un matériel high-tech, on a besoin de vous, pas de vos En tout cas, il l'a été. Enfin, il l'a été, oui. Et on voudrait parfois le lifter un peu, quoi. Vous voyez, faire un petit cure de rajeunissement. Donc, il y a une carte d'auditeur de 20 € que vous pouvez retirer à la librairie Publico 145 rue Amelot à Paris dans le 11e, où Laurent et Max, les 2 permanents en alternance dans cette librairie, pourront vous la délivrer moyennant une somme de 20 €. 20 €, ça va, ça vient. Enfin, pas pour tout le monde, hein, mais bon. Pour ceux qui peuvent, en tout cas, qu'ils le fassent, qu'ils n'hésitent pas. Ils vous attendent. Dans cette librairie Publico, librairie anarchiste, la grande librairie anarchiste de Paris, le cœur de l'anarchie parisienne, où Laurent et Max peuvent vous accueillir quand vous venez chercher votre carte d'auditeur, vous guider dans le labyrinthe très riche de cette librairie, où pullulent les romans, les livres militants, les journaux révolutionnaires, les affiches, les suites, les les DVD, les CD, les pins, les fly. C'est hallucinant. Enfin, moi, l'autre jour, je vous l'ai déjà raconté que j'ai un camarade éditeur, jeune éditeur, qui est allé pour refourguer ses bouquins à la librairie. Et en fait, c'est la librairie qui lui a refourgué une tonne de bouquins. Et il est reparti en ayant oublié ce qu'il était venu faire à la librairie. Enfin bon, voilà, pour vous dire la richesse éblouissante de ce lieu de perdition. Librairie Publico, la 2e œuvre de la Fédération anarchiste. Et la 3e, c'est notre journal, notre magazine, le Monde libertaire, en vente toutes les semaines dans quelques kiosques de la capitale, pas assez. Et puis aussi en dépôt de presse à la librairie Publico. Alors voilà, vous y allez à la librairie Publico pour prendre votre carte d'auditeur. En prenant votre carte d'auditeur, vous faites un tour dans les rayons et vous remplissez un grand cabas de livres, de journaux, de vêtements, de DVD, de CD. Et avant de partir, vous vous abonnez au Monde libertaire. Parce qu'à la librairie Publico, ils prennent les abonnements au Monde libertaire. En même temps, vous pouvez acheter votre Monde libertaire qui est en dépôt de presse. Vous aurez moins à courir dans Paris. Voilà. Ça, ce sont les 3 œuvres. Ma mission, c'est de vous en informer et avec peut-être des arguments pour que vous puissiez vous bouger dans cette direction de la librairie Publico. Sont regroupées donc toutes les œuvres en quelque sorte, puisque il y a la carte d'auditeur de la radio, il y a la librairie avec son petit matériel et il y a le Monde libertaire. Là, j'ai fini pour ça, mais je dois vous rappeler aussi, je pense que nous publions un gratuit toutes les semaines, maintenant qui va devenir quinzomadaire à partir du prochain, que vous pouvez trouver dans différents lieux, près de chez vous, ou dans les transports en commun, sur la ligne numéro 1 le mardi matin, ou sur la ligne numéro 2 le mardi matin. Et puis, la dernière annonce à faire, le temps passant, mais nous en avons encore pour quelques minutes, le Salon du Livre Libertaire, qui aura lieu le 11, 12, 13 mai 2012 à Paris, au Blanc-Manteau, mon Jean. Tu me regardes avec un air dubitatif, là, qu'est-ce qu'il nous raconte, machin, un peu pénible. Et alors, je veux lire, c'est réfléchir, c'est prendre du plaisir, surtout Sade, quand vous lisez Sade, vous prenez un plaisir. Et c'est déjà désobéir, hein.
Surtout quand vous lisez Sade, parce que là, c'est la désobéissance à donf. Hein. On fait tout à l'envers avec Sade. On prend par derrière. Bref, je vais arrêter là parce que peut-être que des enfants nous écoutent. C'est un jour de vacances, c'est le 8 mai. On fête la guerre. Bon, on fout de la fin d'une guerre en tout cas. Donc le salon du livre libertaire, le 11, 12 et 13 mai, nous sommes le 8, je crois. Nous sommes le 8 ? Oui. Disent mes petits camarades, donc c'est dans 3 jours. 8 et 3, 11. Le 11, 12 et 13 mai. Le 11, c'est vendredi, samedi et dimanche. Voilà, c'est ça. Alors, il y aura les projections vidéo, des rencontres sur leur stand avec les éditeurs. Il y aura un espace livre neuf à prix cassé. Il y aura un livre, un ou une auteure, des rencontres avec un ou une auteure le vendredi 11 mai, je veux dire le vendredi 11 mai. Le dimanche 13 mai, il y aura l'anarchisme espagnol entre pouvoir et révolution de Claude Vanza. Ça se passera à 13h, à 14h30, Léo Mallet, mauvais sujet, par Nestor Burma passe aux aveux de Cédric Perolini, contre les publicités sexistes de Sophie Pietrucci et Chris Vientiane, et aussi Vincent, voilà. Ils sont venus, ils sont tous là, les auteurs et réalisateurs présents et présentes. Le vendredi 11 mai, débat et chansons salle B. Samedi 12 mai, s'indigner, désobéir, se révolter. Idées reçues sur l'anarchisme. Présentation de la conférence internationale anarchiste de Saint-Imier en Suisse, qui va avoir lieu cette année. Décroissance et partage des richesses de Jean-Pierre Tertrais. Le dimanche 13 mai, 11h, éloge de la passe par Jean-Claude Reynaud. Éloge de la passe. Ah oui, d'accord. Bon, on est dans le sujet, aujourd'hui en tout cas. À 13h45, l'inconcevable est payé à rien foutre. L'inconcevable est payé à foutre la merde. Vous voyez, c'est ambiance, hein. C'est pas mal pour un dimanche. J'avais les dimanches, mais là, on va s'amuser. À 15h, l'éducation avec Hugues Lenoir, Greg Chamba, des représentants du lycée autogéré de Paris et de l'Université populaire de Saint-Denis. Je rappelle que le lycée autogéré de Paris a une émission sur Radio Libertaire. Je ne pourrais pas vous donner le jour, mais je sais qu'il y en a une. Et puis il y aura des animations, le triporteur, depuis le 1er mai 2011, le groupe Tous les maquis de la Fédération anarchiste utilise un vélo triporteur pour diffuser les pratiques et la pensée écologiste et libertaire et intervient en soutien à des manifestations de travailleurs, collectifs de lutte ou dans le cadre d'événements à caractère festif en proposant une petite restauration bio, végétarienne et si possible de proximité ainsi qu'une librairie itinérante. Si vous aimez lire, boire et manger, vous aurez le plaisir de vous sustenter. Voilà, vous voyez, c'est riche, hein, et là je vous en ai dit qu'une toute petite partie pour vous inciter, pour vous donner l'envie d'y aller. Alors, 3 jours de rencontres, de films, de débats, des dizaines d'auteurs et d'éditeurs, des chansons, 3 jours de convivialité, de réflexion pour la liberté et l'égalité, une programmation. Ça fait du livre liberté. Si on vous disait 3 jours de prison et 3 jours d'empêchement de parler pour niquer la liberté d'expression, vous seriez un doute quand même. Hein. Une programmation spéciale de Radio Libertaire avec un studio sur place. Et Radio Libertaire, il sera. Voilà, j'ai tout dit. Donc, je vous salue. Ouais, salut à tous. Au revoir.